Bonjour à tous, donc, bienvenue aujourd'hui au cours qui va porter sur la domestication. Donc, dans ce cours, nous allons nous intéresser aux effets de la domestication sur les êtres vivants et sur les écosystèmes, et pas sur les effets de la domestication sur les humains. Mais Vincent de Victor, après, pendant le séminaire, va en parler un petit peu, et j'en reparlerai aussi dans le dernier cours. Donc la domestication, donc on peut trouver plusieurs définitions. Il n'y a pas d'accord général sur ce qu'est la domestication parce qu'il y a une grande variété de processus différents qu'on peut ou pas inclure dans la domestication. Donc là, j'ai repris une définition basée sur un article récent et sur le livre, un livre récent de 2020. Donc on peut définir la domestication comme la transformation d'une espèce sauvage en espèce soumise à une exploitation par les humains, en vue de lui fournir des services ou des produits. Donc les espèces qui vont être domestiquées, ça va être surtout des animaux et des plantes, mais on va voir aussi qu'il y a quelques micro-organismes qui ont été domestiqués. Et on retrouve des éléments communs dans ces processus de domestication. Donc en général, on a une interaction durable et délibérée entre ces êtres vivants et les êtres humains. Les humains vont contrôler la reproduction et la survie des espèces domestiquées. Les humains construisent aussi un nouvel environnement pour les espèces domestiquées, qui fait qu'au fur et à mesure des générations, ces espèces vont s'adapter à ce nouvel environnement. Il y a également séparation des individus sauvages par rapport aux individus domestiqués, ce qui fait que les individus domestiqués vont se croiser entre eux, et on peut avoir donc des effets de domestication qu'on va observer après plusieurs générations. Donc, ce qui est différent de l'apprivoisement, où là, c'est un effet de l'interaction qui se fait sur l'individu lui-même et pas au fur et à mesure des générations. Donc ce contrôle de la reproduction et de la survie peut être très poussé. Donc, par exemple, la plupart des vaches aujourd'hui sont inséminées artificiellement par des humains. Et on a aussi développement de technologies avancées. Donc, par exemple, ici, vous voyez la fécondation d'une reine d'une abeille, avec un système pour écarter son abdomen et insérer du sperme qui a été préalablement prélevé sur des mâles. Donc nous allons voir ce processus de domestication qui existe aussi et qui est effectué par des espèces non humaines, et pour essayer de voir qu'est-ce qui est spécifique de la domestication réalisée par les humains. Ensuite, nous verrons l'histoire de la domestication par les humains, donc quelles espèces ont été domestiquées, dans quel but, où, quand et quelle a été l'évolution de ces espèces domestiquées. Puis ensuite, nous verrons des cas particuliers de domestication, qui sont les OGM, les organismes génétiquement modifiés, et aussi le forçage génétique. Donc, ce processus de domestication, on peut l'observer dans d'autres espèces, et par exemple chez les fourmis. Donc, vous avez ici des exemples de fourmis qui élèvent des pucerons. Donc, les pucerons vont se nourrir de la sève des plantes. Et ensuite, quand ces pucerons sont stimulés par les fourmis, quand elles tapotent leur abdomen, ces pucerons vont produire un miella qui est récupéré par les fourmis et dont elles se nourrissent. Et donc là, on a du coup un liquide qui est très riche en acides aminés et en autres constituants qui va être utilisé comme nourriture par les fourmis. Donc vous allez me dire, c'est une sorte de symbiose. Donc c'est vrai, mais il y a vraiment une espèce qui est dominante par rapport à l'autre. Ici, les fourmis peuvent tuer ou éliminer les pucerons qui ne produisent pas de miella ou qui sont un petit peu malades. Et par contre, vraiment protéger les pucerons qui produisent un miella de bonne qualité. Donc il y a vraiment une espèce qui est plus dominante par rapport à l'autre. Un autre cas chez les fourmis, c'est l'élevage des cochenilles. Donc ici encore, les cochenilles produisent un miella qui va être récupéré par les fourmis. Et chez certaines espèces, les fourmis produisent même une sorte d'enclos en terre qui protège les cochenilles des prédateurs. Donc, on a ici des interactions qui peuvent être très poussées. On a aussi d'autres espèces de fourmis qui sont les fourmis esclavagistes. Donc ici, vous voyez la fourmi de couleur marron qui est esclavagiste et qui amène dans sa colonie des fourmis esclaves, donc des ouvrières qui vont faire tout le travail, qui vont nettoyer la fourmilière, récupérer de la nourriture. Et donc ces fourmis esclavagistes vont faire des raids pour aller récupérer des individus d'autres espèces proches, qui vivent proches de la fourmilière, les ramener dans la fourmilière, les élever, et ces ouvrières
pensent, entre guillemets, qu'elles sont dans leur propre fourmilière et donc elles vont faire tout le travail. Et donc on a même des cas où, à la fin, les fourmis esclavagistes ne travaillent plus et tout le travail est fait par les fourmis esclaves. Donc plusieurs personnes trouvent que ce terme esclave n'est pas bien choisi parce qu'ici on a deux espèces très différentes. Dans ce cas-là, elles ont 50 millions d'années de divergence, donc c'est comme si nous, on était esclaves, enfin on utilisait comme esclaves les ouistiti par exemple. Donc vous voyez que c'est des espèces très éloignées. Donc certaines personnes disent qu'on devrait plutôt utiliser le terme de kidnapping. Donc c'est vraiment une interaction ici entre une espèce dominante sur une autre, mais ce sont des espèces qui sont très éloignées, donc c'est différent de l'esclavage. On a aussi des fourmis qu'on pourrait dire agricultrices, donc par exemple les fourmis du genre Atta. Donc ces fourmis possèdent au sein de leur fourmilière ce qu'on appelle une meule à champignons. Donc c'est une structure dans laquelle se développe un champignon particulier. Donc cette meule est conservée à une température et une humidité bien particulières qui permet le développement de ce champignon. Et donc ces fourmis vont donner des morceaux de feuilles à ce champignon pour qu'il croisse le plus possible. Et ces fourmis sont vraiment dominantes vis-à-vis du champignon parce que dès que le champignon commence à produire des filaments reproducteurs et qui pourraient donner un carpophore tel que les chapeaux de champignons qu'on voit dans la forêt, les fourmis vont les couper, elles empêchent la reproduction sexuée du champignon et par contre elles facilitent sa croissance. Et ensuite, ce champignon est utilisé comme nourriture. Et par exemple, c'est la seule nourriture utilisée par les larves au cours du développement. Donc là, on a vraiment une dépendance qui s'est créée au cours de l'évolution. Ces fourmis ne peuvent pas survivre sans ce champignon. Et aussi, ce champignon, dans certains cas, certaines souches de ce champignon ne peuvent pas survivre sans l'aide de cette fourmi. Et ces fourmis possèdent même des antibiotiques pour tuer des bactéries qui pourraient être pathogènes et empêcher le développement du champignon. On a aussi d'autres cas en dehors des fourmis. Donc, par exemple, ce poisson demoiselle qui vit en milieu marin dans une zone assez restreinte et au-dessus d'un rocher sur lequel se trouvent des algues qui va brouter. Et on s'est aperçu qu'il protégeait son tapis d'algues. Par exemple, là, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube où on le voit qui pousse un oursin. Donc l'oursin était en train de brouter son tapis d'algues. Il le repousse pour essayer de garder ce tapis. Donc c'est une sorte d'agriculture, de maintien d'un lieu sur un rocher où il fait développer cette algue et ensuite il utilise cette algue et donc il la protège des prédateurs, des herbivores. On a aussi le cas d'un escargot agriculteur, donc Lithoraria irorata, donc dans des marais salants où on trouve de nombreuses plantes du genre Spartina. En fait, ce qu'a de particulier cet escargot, c'est que sur sa radicule, donc sur ses pièces buccales, il a des dents, et il va créer des stries sur les feuilles, et sur ces stries ensuite vont se développer des champignons, et ensuite il va se nourrir de ces champignons. Donc là, vous voyez que c'est un cas où il n'y a pas vraiment de dominance vraiment aussi importante que dans le cas, par exemple, des fourmis avec les cochenilles ou des fourmis avec les pucerons. Donc on voit en fait différents types d'interactions entre différentes espèces. Ici, donc, ça va ressembler peut-être plus à une symbiose, vu qu'il y a moins ce phénomène de dominance. Donc, ce qui est de particulier avec la domestication réalisée par les humains, c'est qu'on a une espèce, donc l'espèce humaine, qui va domestiquer une très grande variété d'espèces différentes. Ce n'est pas juste une interaction avec une espèce, il y a beaucoup plus d'espèces. Et aussi, les liens et le contrôle de la reproduction et le contrôle de la survie est bien plus poussé, bien plus avancé que dans tous les cas que je vous ai décrits ici. Donc Darwin, lui, élevait des pigeons dans son jardin. Et donc c'est un des critères qui l'a fait avancer dans son explication de l'évolution et de la diversité, l'explication de la diversité des traits de caractère qui existent dans le monde vivant. Et dans son livre « L'origine des espèces », il consacre de nombreuses pages à ce processus de domestication. Et il explique que c'est vraiment un cas particulier de l'évolution, de la sélection naturelle. Et même le terme qu'il emploie, sélection naturelle, comprend le mot sélection, qui rappelle cette sélection faite par l'homme pour certains caractères.
Donc cette domestication, quand on regarde chez l'homme, ce que l'homme va faire, c'est qu'il va sélectionner des individus qui possèdent les traits de caractère avantageux. Donc par exemple, dans le cas des fraises, ce qui est fait, c'est de repérer les plantes qui ont les plus gros fruits, et donc on va prélever les graines de ces plantes, ce sont celles-ci qu'on va planter, et du coup, au fur et à mesure des générations, vu que ce trait de caractère est transmissible à la génération suivante et à des bases génétiques, on va avoir une récolte qui va être de plus en plus importante, avec des fraises de plus en plus grosses et de plus en plus nombreuses. Donc c'est exactement le processus de sélection naturelle qu'on observe avec la domestication. Donc les espèces domestiquées par l'homme sont très nombreuses. Donc on compte environ une cinquantaine d'animaux qui ont été domestiqués. Ce sont surtout des vertébrés, il y a très peu d'insectes, le principal est le ver à soie. Pour les végétaux, il y a plus de 1000 espèces végétales qui ont été domestiquées. Donc surtout pour la production de céréales, de fruits, de graines, mais aussi de fleurs et de fourrages. Et on a aussi des micro-organismes qu'on peut considérer comme étant domestiqués, même si là, au tout début, il n'y avait pas forcément d'intention et même de reconnaissance qu'il y avait manipulation de micro-organismes pour former ces différents produits. Donc les micro-organismes sont utilisés, par exemple, pour la production de la bière, du vin ou du pain avec la levure Saccharomyces cerevisiae, mais aussi différents champignons tels que Penicillium pour le fromage ou le saucisson, et aussi pour la formation des yaourts, différentes bactéries telles que Streptococcus et Lactobacillus. Donc ces différentes espèces domestiquées, elles ont été domestiquées pour différents usages, d'une part pour produire de la nourriture ou des boissons, mais aussi des vêtements, des parfums, et aussi pour produire de l'énergie de traction, de portage, de protection. On a aussi les animaux de compagnie, et il ne faut pas oublier non plus tout ce qui est ornementation et beauté, par exemple avec toutes les fleurs et toutes les espèces de fleurs qui sont élevées, qui sont cultivées. Donc, concernant les foyers de domestication, donc on parle beaucoup du croissant fertile ici, où il y a eu un foyer de domestication, mais en fait, en faisant des études archéologiques, on s'est rendu compte qu'il y avait eu plusieurs foyers indépendants de domestication qui ont eu lieu à différentes époques. Donc, par exemple, en Chine, en Nouvelle-Guinée, en Afrique, mais aussi en Amazonie, dans les Andes, au Mexique et sur les bords du Mississippi. Donc finalement, à plusieurs moments de l'évolution de l'homme, il y a eu domestication de différentes espèces, qu'elles soient animales ou végétales. On peut essayer de dater aussi le moment où l'espèce a commencé à être domestiquée. Donc pour faire cette datation, en fait, c'est suite à deux types d'études. Donc la première, ce sont des études archéologiques des sites où vivaient les humains, et si on trouve des os de ces différentes espèces proches, on arrive aussi à reconstituer quelles pouvaient être les interactions entre les humains et ces différentes espèces. Et l'autre approche, c'est une approche génétique. On va comparer les séquences d'ADN des espèces domestiquées avec les espèces sauvages. On va regarder combien il y a eu de mutations qui se sont accumulées entre les deux. Et ensuite, on peut faire des estimations du temps de divergence entre l'espèce sauvage et l'espèce domestiquée. Et donc ces études montrent que la première espèce qui a été domestiquée au cours de notre histoire est le chien. Donc on ne sait pas encore exactement, les dates sont assez variables, entre 3000 et 18 000 ans. Et on pense qu'au tout début, on avait des loups qui vivaient à proximité des sites où vivaient les humains. Donc ça pouvait être des loups qui venaient pour se nourrir des déchets libérés par les humains. Et ensuite, on a eu des relations qui se sont faites de plus en plus proches. Donc peut-être que les loups vivaient très proches et au début servaient à aboyer, par exemple, quand soit d'autres peuples ou d'autres animaux venaient proches du site. Donc c'était peut-être ce premier rôle-là. Et ensuite, voilà, il y a eu élevage des chiens à proximité des humains. Et ce processus de domestication a réellement commencé. Ensuite, vers 10 000 ans, on a eu domestication de différentes espèces de vertébrés. Donc les chèvres, les vaches, les cochons. Ensuite, on a eu les chats vers 7 000 ans. Et ensuite, vous voyez ici, par exemple, les chevaux et les ânes vers 5 000 ans, les chameaux vers 3 000 ans, les lapins vers 1 500 ans,
Et ensuite, voilà, les rats et une expérience de domestication qui a lieu plus récemment sur les renards en 1959, où des renards sauvages ont été sélectionnés pour enlever les caractères agressifs et sélectionner des renards qui arrivent à vivre proches des humains. Donc ce processus de domestication continue encore aujourd'hui et de plus en plus d'espèces sont domestiquées. Donc vous voyez ici le cas d'individus qu'on appelle les rats démineurs, même si ce ne sont pas des rats, ce sont des chrysétomes. Donc il y a une ONG par exemple belge qui élève ces chrysétomes pour essayer et qui les élève et qui leur a fait détecter des mines antipersonnelles. Et donc ils sont extrêmement utilisés aujourd'hui, par exemple au Mozambique et en Angola, pour détecter ces mines. Donc ils ont un très bon odorat, ils sont très légers, donc quand ils détectent les mines, ils ne les font pas sauter. Et donc ça permet du coup de déminer certaines zones de conflit. On a aussi, avec l'arrivée du coronavirus SARS-CoV-2, de nouvelles fonctions qui ont été élaborées chez les chiens. Donc les chiens ont été... certains chiens ont été formés pour qu'ils puissent détecter le coronavirus sur des prélèvements de tissus de différentes personnes. Et ils ont été utilisés dans différents aéroports, comme vous le voyez ici. Donc il y a plusieurs pays qui ont déployé des chiens pour essayer de détecter le coronavirus dans les aéroports. Les animaux domestiqués, on a aussi vu qu'il y avait eu des changements au niveau des besoins et des utilisations. Un des exemples intéressants, c'est l'exemple du cheval. Donc, par exemple, au XIXe siècle, il était extrêmement utilisé pour la guerre. Puis ensuite, au XXe siècle, il a été surtout utilisé pour son énergie de portage, pour tirer des carrioles. Et aujourd'hui, les chevaux sont surtout utilisés par l'équitation. En France, on compte 700 000 licenciés de la Fédération française d'équitation. Et ce qui est intéressant, c'est que 80% de ces licenciés sont des femmes et même 60% sont des adolescentes de moins de 15 ans. Donc là, on a une relation entre le cheval et les humains qui a changé entre ces 2 derniers siècles et ce qu'on voit aujourd'hui du fait des changements de besoins et d'utilisation du cheval. Aujourd'hui, dans notre monde, les animaux domestiques sont extrêmement importants et prennent une place extrêmement importante. Donc si on regarde la biomasse, c'est-à-dire la masse des individus donc chez les mammifères, les mammifères sauvages ne représentent que 4% de la masse actuelle des mammifères. 36% correspond à la masse des humains et 60% au bétail, c'est-à-dire vaches, moutons, chèvres, etc. On a la même chose pour les oiseaux, où 30% de la biomasse des oiseaux correspond aux oiseaux sauvages et 70% aux volailles. Et ici, on a surtout le poulet. On peut voir aussi cette différence entre les animaux sauvages et les animaux domestiques à d'autres niveaux taxonomiques. Donc là, je vous ai mis l'exemple des périssodactyles. Donc, parmi les périssodactyles, on trouve les tapirs, les chevaux, les zèbres, les rhinocéros. Et si vous voyez donc, en quantité, les animaux sauvages sont rien à côté, pardon, là c'est sauvage, à côté des chevaux ou des ânes où on en a énormément plus en nombre d'individus et en biomasse. Donc les animaux domestiques ont aujourd'hui une part extrêmement importante, constituent une part extrêmement importante de nos écosystèmes. Donc si on regarde aussi ces animaux domestiques, par exemple donc chez les vertébrés, on trouve aussi toute une série de traits de caractère communs chez les espèces domestiques que l'on ne retrouve pas dans les espèces sauvages. Donc ça veut dire qu'il y a eu évolution indépendante de ces caractères chez ces différentes espèces domestiques. Donc un des caractères qui est souvent retrouvé, c'est le caractère des oreilles pendantes. Vous voyez, donc dans certaines races de chiens ou de lapins, on trouve ces oreilles pendantes. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a une diminution aussi de la taille du cerveau. Donc ce que vous voyez dans le graphique du haut ici, l'axe des X, c'est le poids du corps, et l'axe des Y, le poids du cerveau. Donc plus le corps est gros, plus le cerveau est gros. Et donc les points blancs, ce sont les points qui correspondent aux chiens, donc à différentes races de chiens et différents individus. Donc vous voyez qu'on a cette courbe ici, mais quand on fait la même courbe pour les loups, elle est au-dessus. Donc ça veut dire que pour un poids donné, les loups ont un cerveau plus gros que les chiens. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe chez différentes espèces domestiques. On a la même chose ici
quand on compare le sanglier avec le cochon domestique. Et on l'a aussi observé chez les chats, chez les chevaux, les ânes, les lamas, les lapins, les visons, les putois, les cobayes, les rats et les gerbilles. Donc c'est quelque chose de très général. Donc ça, c'est une observation qu'on peut faire. Après, on peut essayer de trouver des explications. On n'est jamais sûr exactement de ces explications, mais ce qui a été proposé, c'est que les animaux domestiques vivent dans un environnement qui est beaucoup plus homogène et où il y a beaucoup moins de variations que l'environnement dans lequel vivent les animaux sauvages, où il y a beaucoup plus d'interactions avec d'autres espèces ou de changements qui peuvent apparaître. Et donc, du coup, finalement, certains neurones ne sont plus, entre guillemets, nécessaires. Et le cerveau, au cours de l'évolution, au cours de cette domestication, a été réduit en taille. Donc, je vous ai parlé donc, des oreilles tombantes, du cerveau plus petit. Il y a également d'autres traits de caractère qu'on observe chez les mammifères qui ont été domestiqués. On observe un museau plus petit, des dents plus petites, des couleurs du pelage variées, des cycles de reproduction plus fréquents, une queue recourbée, et au niveau du comportement, des individus qui sont moins agressifs, qui ont moins peur des humains, et aussi où les comportements juvéniles sont persistants. Par exemple, les chiens ils vont continuer à jouer, alors que chez les loups, c'est surtout les jeunes qui jouent et les adultes jouent moins. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a ces évolutions indépendantes qui se sont faites chez différents mammifères. Et une explication qui est faite, c'est qu'en sélectionnant pour moins d'agressivité, ça a induit des mutations qui sont impliquées dans le développement de certaines cellules qui sont impliquées dans le développement du système nerveux. C'est des cellules qu'on appelle les cellules de la crête neurale. Et ces cellules, elles sont aussi impliquées dans le développement des muscles, dans la couleur du pelage. Et du coup, en sélectionnant sur l'agression, ça a eu des conséquences morphologiques et physiologiques au niveau par exemple, les oreilles tombantes aussi et les muscles. Et effectivement, donc, ces expériences dont je vous ai parlé tout à l'heure chez les renards, où on a sélectionné des renards qui étaient moins agressifs, c'était une sélection exclusivement sur l'agressivité. Et on a vu qu'il y avait sélection de pigments noirs et blancs, enfin de renards tachetés noirs et blancs, d'oreilles pendantes, donc des caractères qui n'avaient pas été sélectionnés par eux-mêmes, mais rien qu'en sélectionnant sur l'agressivité, ça a sélectionné aussi sur ces caractères en plus. Chez les plantes, on a aussi de l'évolution répétée. Donc, par exemple, chez les plantes à fruits, quand on compare les espèces domestiquées avec les espèces sauvages, on voit que chez les espèces domestiquées, les fruits restent plus longtemps sur la plante. Donc ça s'explique parce que si les fruits tombent, ils vont avoir tendance à pourrir beaucoup plus vite. Et donc les humains ont sélectionné des plantes qui gardent leurs fruits plus longtemps attachés. Les fruits sont plus nombreux et plus gros. La croissance est finie. On a des couleurs différentes des fruits. Et aussi, on a une perte de la dépendance à la durée du jour. Donc, on a des plantes qui vont fleurir plus tôt et grandir plus tôt que les plantes sauvages. On a la même chose aussi pour les céréales. On a une dormance réduite des graines et une perte de la dépendance au froid qui font que ces céréales vont pousser plus vite et fleurir plus vite. On a plus de graines, aussi des graines qui restent sur la plante et aussi souvent une taille réduite. Donc la taille était grande du fait de la compétition avec d'autres plantes, mais une fois que cette plante est cultivée, il y a beaucoup moins de compétition parce qu'elle est élevée exclusivement et en absence d'autres plantes dans les champs. Et donc du coup, on peut imaginer qu'il n'y a plus besoin d'avoir des plantes aussi hautes et en général, la taille est réduite. On a aussi d'autres critères qui peuvent être sélectionnés sans que l'homme vraiment en ait pleinement conscience. Donc, par exemple, chez les chiens, les chercheurs se sont rendus compte qu'il y avait une sélection chez différentes races pour un plissement des sourcils, parce que voilà, c'est plus mignon. Il y a aussi des sélections pour des couleurs particulières ou des goûts particuliers qui vont être sélectionnés. Donc, cette évolution répétée des traits de caractère, donc c'est une évolution qui s'est faite indépendamment vers les mêmes traits de caractère. Et aujourd'hui, on essaye d'identifier les mutations responsables de ces différences. Et dans de nombreux cas, on a trouvé des mutations dans le même gène. Donc là, c'est le cas d'un phénotype super musculeux qu'on a observé chez les vaches, les chiens et les moutons. Et on a trouvé dans ces trois cas une mutation dans le gène myostatine. Donc ce gène code une protéine qui va inhiber le développement des muscles
Et du coup, si on enlève ce gène, les muscles se développent encore plus. Et voilà, il y a quelques êtres humains qui ont aussi des mutations dans ce gène et qui ont. Donc lui, là, je crois que sur cette photo, il avait 7 ans et voilà, il a déjà énormément de muscles. Donc, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que nos animaux domestiques et nos plantes domestiques vivent dans des milieux qui sont de plus en plus technicisés et ont de plus en plus de relations avec des machines. Donc la traite des vaches en Suède dans les années 1900, voilà, la vache, elle était dans une étable, voilà, et la traite se faisait directement par les humains. Aujourd'hui, et donc comme on le voit sur cette image, les vaches ne sont plus en contact direct avec les humains, elles sont en contact avec des machines. Une machine qui va lui donner une quantité de nourriture particulière et aussi une machine qui va la traire. Donc ce qu'il y a eu, c'est vraiment de la sélection vers des individus qui supportent ce nouveau milieu de vie, qui sont capables de toujours produire du lait, ne pas être agressés et ne pas être stressés par ces nouvelles conditions de vie. On a la même chose aussi pour les plantes. Donc avec le développement de l'agriculture et la motorisation, donc on a eu différents engins qui ont été développés. Et aujourd'hui, on a un système vraiment très sophistiqué avec des mesures GPS pour chaque parcelle et même plus localement, qui permettent de mesurer également, précisément la température, l'humidité, nommer exactement tous les intrants qui sont mis, donc tout ce qui est engrais, pesticides, et ensuite de suivre le rendement exactement parcelle par parcelle et même région par région au sein d'une parcelle. Et donc finalement, ce qu'on va sélectionner ici, ce sont des plantes qui sont les mieux adaptées, qui produisent le plus dans ce nouveau milieu technicisé. Donc un des caractères auxquels on peut penser, c'est la réduction de la taille des plantes. Donc par exemple, le blé au XVIe et au XVIIe siècle, il était haut comme ça à peu près. Donc si vous regardez les tableaux de Bruegel, vous voyez la moisson, voilà, le blé était très haut, et maintenant il est beaucoup moins haut. Et cette différence, donc on a sélectionné pour des blés qui sont plus petits. Donc ça a plusieurs avantages. Donc il verse moins, d'accord, parce que plus il est haut, plus il va verser, et du coup les graines vont être en bas du sol et ne vont pas bien se développer si la tige est cassée. Donc comme on a des graines qui sont de plus en plus grosses et de plus en plus nombreuses, cette tendance à verser était de plus en plus grande, donc on a eu des blés qui sont plus courts. Et aussi, du point de vue de la machine, pour la moissonneuse-batteuse, ça va beaucoup plus vite si le blé est court. Donc il y a aussi une sorte d'adaptation aux machines pour qu'on puisse passer beaucoup plus vite avec les machines. Et la paille aujourd'hui est moins importante. Ce qu'on veut, c'est surtout les grains. Et donc cette réduction de taille, elle est en partie liée à cette adaptation aux machines. On a aussi un milieu de vie des animaux et des plantes domestiquées qui est de plus en plus homogène. Donc on a des parcelles qui sont de plus en plus grandes, et pour les rendre homogènes, voilà, on va utiliser des engrais et des pesticides pour essayer d'homogénéiser, d'avoir des terrains qui se ressemblent et dans lesquels on peut cultiver les meilleures variétés. Et on a aussi voilà, la monoculture qui rend cet environnement homogène et où chaque plante n'est pas en interaction avec d'autres plantes. Donc, ces phénomènes et d'autres ont conduit à une augmentation de la productivité. Donc, par exemple, si on regarde le nombre de litres de lait produits par an et par vache, vous voyez qu'il y a eu une augmentation extrêmement importante depuis les années 1940. Et donc, une autre façon de faire, ce serait aussi de mesurer ce nombre de litres par an et par vache, et aussi par unité de fourrage ingéré par les vaches. Donc il faut aussi souvent les nourrir plus que dans les années 20 ou 40. Quand on regarde le rendement de différentes céréales ou différentes plantes en tonnes par hectare, donc ici des courbes pour la France, vous voyez aussi qu'il y a eu une augmentation importante depuis les années 40. Et aujourd'hui, par contre, on a une sorte de stagnation. Voilà. Et donc là aussi, on a ici une courbe en fonction de tonnes par hectare. On pourrait aussi la mesurer en tonnes par hectare et par intrant d'engrais et de pesticides. Donc si on regarde ces effets de l'élevage et de l'agriculture sur les individus domestiqués,
Les effets positifs qu'on peut noter, c'est qu'aujourd'hui, on a des populations d'individus domestiqués qui sont extrêmement grandes. Donc, du point de vue des individus domestiqués, c'est bénéfique, il y en a beaucoup plus qu'avant, d'accord ? Mais il y a aussi des effets négatifs qu'on va voir. Donc, il y a accumulation de mutations délétères, une dépendance de plus en plus grande vis-à-vis des humains, et aussi un risque d'épidémie accrue. Et on verra ensuite les effets sur les autres espèces. Donc, sur les mutations délétères, donc, ce dont on se rend compte, c'est que cette sélection, souvent, elle s'est effectuée en sélectionnant seulement quelques individus qui ont été utilisés ensuite pour la reproduction. Et du coup, en sélectionnant seulement quelques individus, par malchance, ces individus peuvent aussi être porteurs de mutations délétères, ce qui fait qu'on va induire l'augmentation en fréquence de ces mutations délétères. Et par exemple, chez les chiens dalmatiens, 8% des chiens sont sourds des deux oreilles et 22% sont sourds d'une oreille. Et il y a d'autres maladies aussi qu'on retrouve dans différentes races de chiens liées à cette sélection intensive. On a aussi une dépendance aux humains qui est accrue, et notamment une dépendance de la reproduction. Par exemple, 80% des chiens Boston Terrier, des bulldogs français et des bulldogs anglais naissent aujourd'hui par césarienne et ne pourraient plus naître naturellement. En ce qui concerne le maïs, pour obtenir de beaux épis avec énormément de graines, on passe aujourd'hui par des maïs hybrides où on va faire une hybridation entre deux plants pour obtenir ce maïs hybride. Et donc si on n'a pas cette hybridation, on ne va pas obtenir un maïs qui sera aussi productif. Donc on a aussi ici une dépendance vis-à-vis de l'homme pour les croisements et pour la production de ce maïs. Le fait de mettre dans la même région, dans la même localisation, de nombreux individus de la même espèce et qui sont tous très proches génétiquement les uns des autres augmente les risques d'épidémie. Parce qu'effectivement, si on a un pathogène comme un virus ou une bactérie qui va contaminer quelques individus, ça va pouvoir se transmettre très facilement aux autres parce que les autres sont très très proches. Et aussi, ce risque est accru par le fait qu'il y ait très peu de diversité génétique dans les populations. Donc vous avez ici l'exemple d'une variété de blé qui est cultivée dans un champ où il y a une seule variété, alors que là, à droite, on a plusieurs variétés de blé qui sont cultivées. Et le foyer de rouille jaune est beaucoup plus grand quand on a une seule variété que quand on a plusieurs variétés. Donc le fait qu'il y ait une diversité génétique fait que certains individus vont être résistants aux pathogènes, d'autres non. Et du coup, le pathogène va avoir beaucoup plus de mal à contaminer la population. Et aussi, du fait de cette diversité, on peut avoir un pool d'individus qui vont se reproduire mieux survivre mieux que les autres. Et du coup, cette résistance aux pathogènes va pouvoir s'installer. Alors que si on n'a pas du tout de diversité génétique, on a plus de risques qu'un pathogène envahisse la population. Et effectivement, quand on regarde le nombre d'épidémies qui a été recensé sur le bétail, donc là, la date, ça part de 2005 jusqu'à 2020. Donc vous voyez qu'il y a une augmentation générale des épidémies pour le bétail et pour les volailles. Et on voit aussi une augmentation des épidémies pour les animaux sauvages. Donc l'explication, c'est que soit il y a eu des épidémies dans des espèces domestiquées qui ensuite ont contaminé les animaux sauvages, ou alors aussi, pour les animaux sauvages, on a aussi une perte de la diversité génétique qui augmente aussi le risque d'épidémie. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'épidémies s'observe aussi chez les humains. Donc là, vous avez dans le graphique du haut le nombre total d'épidémies observées dans les populations humaines entre 1940 et 2020. Donc vous voyez qu'il y a une augmentation importante. On peut relier cette augmentation à l'intensification des transports. Il y a de plus en plus de passagers qui prennent l'avion. Et quand on regarde ces épidémies, elles sont de plus en plus pandémiques. Donc là, ce qui est indiqué, c'est l'indice de modularité. Donc plus c'est modulaire, plus l'épidémie va être restreinte à une certaine localisation. Et par contre, quand la modularité est faible, là, on a des épidémies qui vont être très générales et qui vont se répandre. Et donc, depuis les années 60, on observe que les épidémies dans les populations humaines sont de plus en plus pandémiques. Et donc ça, c'est lié au fait qu'il y ait de plus en plus d'échanges entre les populations. Et aujourd'hui, c'est très difficile de restreindre une épidémie, et on l'a bien vu ces dernières années. En général, elle va se répandre assez facilement.
Voilà, donc là on a des effets négatifs, donc mutation délétère, dépendance aux humains et risque d'épidémie accrue quand on regarde les individus domestiqués. Et quand on regarde les autres espèces, donc là je vais reprendre le schéma que j'avais avant, voilà, donc on a une forte productivité qui permet de nourrir tous les humains, donc ça c'est bénéfique pour nous, mais on a aussi des effets négatifs sur les écosystèmes, donc tout ce qui est pollution, perte d'habitat et aussi production de CO2 et de gaz à effet de serre. Donc l'agriculture en France, c'est la deuxième source de production de gaz à effet de serre après les transports. Donc 20% des gaz à effet de serre en France sont produits par l'agriculture et 30% par les transports. Et donc, par exemple, tout le CO2, il est lié à l'utilisation des engins agricoles, donc qui produit beaucoup de CO2. Alors voilà, donc maintenant on va passer aux OGM. Donc les OGM, ce sont des organismes génétiquement modifiés. Donc là encore, il y a énormément de définitions de ce qu'est un OGM. Donc la définition que j'ai prise aujourd'hui, c'est un organisme vivant dont l'ADN a été modifié intentionnellement par des humains par génie génétique. Donc là, pour moi, c'est vraiment un cas particulier de domestication où là, on va avoir un contrôle par les humains de la reproduction. Et ce contrôle de la reproduction, il se fait par la modification du matériel génétique. Donc en 1994, on a eu les premières plantes OGM qui ont été commercialisées aux États-Unis et au Canada. Donc, cela consistait en des tomates qui restent fermes plus longtemps et des pommes de terre résistantes aux dorifores de la pomme de terre. Et en 2003, on a eu entrée en vigueur du protocole de Carthagène, qui est un protocole qui permet d'encadrer les mouvements des OGM entre les frontières des pays qui sont membres de ce traité. Et donc nous, voilà, on est membre de ce traité, et donc quand on échange du matériel transgénique, il faut suivre les règles de ce protocole. Donc ici, je vous ai mis une carte de la production d'OGM en 2019. Donc les OGM sont surtout produits au Canada, aux États-Unis, au Brésil, en Argentine et en Inde. Et en Europe, on a quelques productions en Espagne et au Portugal. Donc ces OGM ont eu quelques bénéfices. Donc, par exemple, pour la papaye. Donc, la papaye, c'est le 4e fruit tropical commercialisé dans le monde. Et dès 1998, il y a eu utilisation de papaye OGM. Donc ici, on a inséré dans la papaye un gène de virus, le virus PRSV, donc qui veut dire Papaya Ring Spot Virus. Donc c'est un virus qui infecte les papayes et qui diminue leur croissance et diminue la taille des fruits. Et dès les années 98, il y avait, ce virus était très important. Et juste en faisant exprimer un des gènes de ce virus dans les papayes, cela rend les individus résistants à ce virus. Et donc ça a été utilisé très vite sur l'île d'Hawaï. Et aujourd'hui, 90% de la production d'Hawaï est constituée de ces OGM particuliers. Et on imagine que sans ces OGM, ils auraient beaucoup moins bien résisté à ce pathogène. En Chine, il y a eu aussi une autre souche de ce virus qui dévastait les cultures de papaye. Et en 2006, donc, ils ont utilisé un autre OGM spécifique qui confère une résistance à cette autre variant du virus dès 2006. Donc là, ici, on a des cas où on a cette résistance qui a pu être conférée par des OGM. Mais globalement, si on regarde l'ensemble des effets de ces OGM, je dirais qu'il y a eu un succès mitigé. Donc il y a eu beaucoup de débats dans le public pour savoir si les OGM avaient ou non des effets sur la santé humaine. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'effet dramatique observé sur la santé qui a été observé. Et par contre, tous les avantages qu'on avait associés aux OGM n'ont pas ou peu été observés. Par exemple, on avait proposé que grâce aux OGM, on pourrait diminuer la quantité de pesticides ou d'engrais utilisés, mais finalement, aujourd'hui, ils sont toujours extrêmement utilisés. Il n'y a pas du tout eu de résolution du fait d'utiliser la chimie. On a une homogénéisation des cultures qui est encore plus forte parce que là, on va utiliser des variétés dans lesquelles on a inséré ces transgènes, donc il y a encore moins de diversité génétique qu'avant. Ce qu'on a observé aussi, c'est que souvent on a des flux des gènes modifiés donc, depuis les individus OGM vers les individus des espèces sauvages. Et ça, c'est vrai pour les papayes et c'est vrai pour de nombreuses espèces. Et on a un contrôle du marché par les fournisseurs qui produisent ces OGM.
Aujourd'hui, avec la technique CRISPR, on est passé aux OGM 2.0. Donc CRISPR, ça veut dire Clustered Regulatory Interspaced Short Palindromic Repeats. Donc ce sont des répétitions qu'on avait trouvées dans des séquences d'ADN dans des bactéries. Et les chercheurs, en s'intéressant à ces séquences, ont remarqué qu'elles étaient utilisées pour détecter et détruire l'ADN des virus. Donc c'est une sorte de système immunitaire des bactéries. Et Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier ont utilisé ce système CRISPR pour fabriquer un système in vitro qui permet de couper l'ADN. Et donc ça leur a valu le prix Nobel de chimie en 2020. Et donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle ces ciseaux moléculaires qui permettent de couper l'ADN exactement à l'endroit qu'on veut, basé sur la séquence. Et donc c'est un type de modification de l'ADN qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à faire que ce qu'on pouvait faire auparavant avec les techniques qu'on avait avant. Et dans ces nouvelles formes de manipulation génétique, on n'est plus obligé d'insérer un ADN étranger, alors que dans les OGM 1.0, on insérait un ADN étranger qui venait d'une bactérie ou d'un champignon, par exemple, dans des plantes ou dans des animaux. Là, ici, on peut couper l'ADN et changer une lettre en une autre. D'accord ? Donc, ce n'est pas le même type de mutation de l'ADN qu'on peut faire. Et ce qui est intéressant avec CRISPR, c'est qu'on peut modifier génétiquement un plus grand nombre d'espèces. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on pouvait faire avant. Et par exemple, chez ces papillons Agrolis vanillés, avant, on ne pouvait pas faire de génétique. C'était très difficile de faire des mutations dans des gènes particuliers. Maintenant, avec CRISPR, on peut muter exactement le gène qu'on veut. Donc là, ce sont des expériences où les chercheurs ont muté le gène qui s'appelle Optix, dont je vous avais parlé dans un cours précédent, où c'était un gène qui était impliqué dans le mimétisme des papillons. Et ce gène, en faisant la mutation, on s'aperçoit qu'on a des ailes qui sont totalement noires et blanches, comparées aux ailes sauvages. Et donc on voit bien que ce gène-là, il est impliqué dans la formation des pigments orange. Les premiers OGM commercialisés avec la technique CRISPR, donc ils ont été commercialisés l'année dernière, en 2022, donc, au Japon. Donc, il y a 3 espèces qui ont été commercialisées. Une tomate qui produit le GABA, qui change du coup la composition de la tomate. Et on a aussi 2 poissons, une dorade rouge et un poisson tigre, qui sont des OGM commercialisés. Et donc là, on a introduit des mutations qui font que la croissance de ces poissons va être plus importante. Donc pour la dorade rouge, c'est une mutation dans la myostatine, donc le gène dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui fait que les muscles sont plus gros. Voilà. Donc ces nouveaux OGM confèrent de nouvelles possibilités de manipulation génétique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui encore, nos connaissances en génétique sont limitées. On ne sait pas tout faire, d'accord ? Donc on sait modifier l'ADN où on veut, mais notre problème, c'est plutôt de savoir quelle modification génétique on doit faire pour obtenir tel ou tel trait phénotypique, tel ou tel trait de caractère. Donc on connaît très bien les bases génétiques des résistances aux pathogènes ou aux substances chimiques. Donc pour faire des résistances, ça, on a beaucoup de possibilités, on sait exactement quel gène on doit cibler. Par contre, on connaît beaucoup moins bien les gènes impliqués dans la croissance des animaux ou des plantes. On connaît très peu les gènes impliqués dans la survie en milieu aride ou sec. Et toute la génétique des arbres est très mal connue parce qu'effectivement, il faut un temps très long pour faire ces études. On connaît très mal les arbres, donc on ne va pas pouvoir modifier génétiquement les arbres. On a trop peu de connaissances sur les arbres. Donc ces outils génétiques apportent des choses, mais ne permettent pas de tout faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a aussi une autre méthode qui est en cours de développement qui s'appelle le forçage génétique ou gene drive. Donc ça correspond à des OGM vraiment différents. Donc là, je les appelle OGM 3.0. Donc ce sont des OGM qui sont en cours de développement dans les laboratoires, mais qui ne sont pas utilisés encore dans la nature. Donc ce sont des OGM qui vont utiliser ces ciseaux moléculaires CRISPR. Et là, le but, ça va être de modifier des espèces sauvages, de modifier la reproduction des espèces sauvages. Et ici, d'avoir un ADN qu'on a modifié et qui se propage et qui se transmet à la descendance. Donc, si on regarde la reproduction normale, donc on a des individus qui vont avoir 2 chromosomes, un chromosome qui provient de la mère et un chromosome qui provient du père, donc comme chez nous.
Et quand on va produire les gamètes, donc les spermatozoïdes et les ovules, ces gamètes vont recevoir l'un des deux chromosomes, ou un mélange des deux, mais donc ils vont recevoir qu'une copie. Donc si on a le chromosome rose, il a une chance sur deux de se retrouver dans la descendance. Donc avec une reproduction normale, si on regarde un ADN rose, finalement, à la fin, il n'y a que quelques individus qui vont l'avoir. Par contre, avec le forçage génétique, ici, on est capable de fabriquer un fragment d'ADN qui va se recopier sur l'autre chromosome à la même position. Et donc, du coup, on va avoir des gamètes qui vont tous avoir cet ADN de forçage génétique. Et du coup, au bout de quelques générations, tous les individus vont avoir cet ADN particulier. Donc il y a des modèles qui ont été faits qui calculent que pour les moustiques, en 12 générations, toute la population peut avoir ce fragment d'ADN particulier. Donc on peut manipuler génétiquement toute une population sauvage de moustiques. Donc il y a deux approches qui sont envisagées. La première, c'est une approche par modification, où dans une population sauvage de moustiques, on va introduire quelques individus qui sont porteurs de cet ADN de forçage génétique, et au bout de quelques générations, toute la population va être constituée de moustiques génétiquement modifiés. Une autre possibilité, c'est d'introduire des moustiques génétiquement modifiés qui possèdent un ADN qui font que les femelles sont stériles. Donc cet ADN, il va quand même se transmettre par les mâles, donc il va augmenter en fréquence dans la population, et à un moment donné, tous les mâles vont avoir ce morceau d'ADN, et du coup, à la génération d'après, toutes les femelles l'auront, toutes les femelles seront stériles, et du coup, la population va s'éteindre. Donc là, le but, c'est d'éliminer une population de moustiques en agissant sur un gène de fertilité. Donc le but, ça va être d'éliminer les moustiques qui sont vecteurs de maladies. Et une des applications de cette technique qui est mise en avant, c'est d'éliminer le paludisme. Donc là, d'agir sur les moustiques du genre Anopheles qui sont vecteurs du paludisme. Et donc on a ce gros projet avec beaucoup d'argent en jeu, Target Malaria, qui est en cours pour développer cette technologie sur les moustiques. Donc là, il y a différents groupes qui travaillent pour développer cette technique. Donc certains essayent de faire des moustiques résistants aux parasites du paludisme, et d'autres essayent d'utiliser des gènes de stérilité pour éliminer les populations de moustiques. On a aussi beaucoup de travaux en cours sur Drosophila suzuki, donc c'est une mouche drosophile qui est une espèce invasive. Elle a commencé à envahir l'Europe et les États-Unis à la même époque, en 2008, et elle crée de gros dégâts sur les fruits. Donc en fait, elle a un ovipositeur qui est très acéré avec des dents. Elle va couper les fruits et insérer les œufs à l'intérieur des fruits, alors que les fruits ne sont pas encore totalement mûrs. Et du coup, ça accélère la pourriture des fruits. Donc ici, un grain de raisin, mais aussi les fraises, les framboises, les cerises. Donc il y en a beaucoup, même en région parisienne, aujourd'hui, des Suzuki, alors qu'il y a 10 ans, on n'en avait pas du tout. Donc elle crée beaucoup de dégâts. Et donc là, le but, c'est d'éliminer les Suzuki pour revenir à un état comme avant, mais on n'est pas sûr que ça marche. Voilà. Donc le but, vous voyez ici, c'est de modifier la reproduction. Et là, ce n'est pas modifier la reproduction d'espèces avec lesquelles on a des interactions fortes, c'est vraiment modifier la reproduction d'espèces sauvages. Donc c'est vraiment élargir cette domestication à un beaucoup plus grand nombre d'espèces. Donc on peut imaginer utiliser ce forçage génétique pour différentes choses, donc pour éradiquer différents pathogènes aussi sur le bétail, par exemple les mouches à viande qui piquent le bétail. On peut aussi imaginer éradiquer des nématodes pathogènes ou des champignons pathogènes. Et on peut aussi imaginer insérer des mutations bénéfiques, par exemple sur les pollinisateurs, pour qu'ils pollinisent mieux si on connaissait les gènes. Mais bon, aujourd'hui, nos connaissances génétiques restent limitées. Donc avec ce système, cet ADN de forçage génétique se transmet par croisement. Et donc, en fait, il y a des risques de propagation à d'autres espèces. Donc, par exemple, pour Drosophila suzuki, c'est une espèce sœur de deux autres espèces, Subpulchrella et Pulchrella, avec lesquelles il peut de temps en temps y avoir des hybrides qui ont été faits au laboratoire, et ces hybrides peuvent être fertiles. Et ces deux espèces sont présentes en Asie, en Chine, au Japon et en Inde. Et donc on imagine que si on introduit cet ADN de forçage génétique,
comment faire pour éviter qu'il arrive aussi à ces autres espèces proches. Dans le cas des moustiques Anopheles, on a plusieurs espèces qui sont vecteurs du paludisme. Donc là, le but ici, c'est d'agir pas seulement sur une espèce, mais sur l'ensemble des espèces, grâce à ces croisements qui peuvent avoir lieu entre espèces. Alors, comment arrêter un forçage génétique ? La question se pose, donc pour des pesticides, si on s'aperçoit qu'un pesticide est néfaste pour l'environnement ou pour d'autres raisons, il suffit de l'arrêter. Après, il va perdurer un certain temps dans l'écosystème, mais ça va s'arrêter. Dans le cas du forçage génétique, si on s'aperçoit qu'il y a un problème et qu'on veut l'arrêter, en fait, lui, il continue de se propager. Donc, il va falloir trouver un autre moyen. Juste en arrêtant de le répandre, ça ne va pas l'arrêter. Et donc, ce qui a été proposé, c'est d'utiliser un autre forçage génétique. Donc si on a le forçage génétique normal, donc ici rose clair, on peut imaginer un break, donc un frein, qui lui va s'insérer à l'intérieur de l'ADN du forçage génétique et va inhiber la capacité de cet ADN de forçage génétique à se transmettre sur l'autre chromosome. Et donc du coup, si on a le gene drive avec un normal, donc lui, le drive il est plus fort que le chromosome normal, donc il se transmet sur la totalité des chromosomes. Si le drive est en présence du frein, le frein est plus fort, donc on n'a que des cellules formées qui vont avoir ce frein. Et si ce frein est en présence d'un ADN normal, là le frein il n'a pas d'effet, et comme c'est un transgène qui est un peu plus gros, en général, soit il va y avoir donc, la moitié qui vont avoir le frein, l'autre moitié qui vont avoir le normal, le chromosome normal, ou alors parfois il peut avoir un petit effet délétère ici. Donc finalement, on a un système de pierre, feuille, papier, ciseaux, où il y en a un qui est un peu mieux que l'autre, et c'est très difficile de savoir ce qui va se passer si on rajoute un frein dans une population. Et donc avec certains collaborateurs, on a fait de la modélisation pour voir ce qui pouvait se passer si on ajoutait un frein dans la population. Donc, par exemple, on peut imaginer des mouches Drosophila suzuki, ici des mouches sauvages, dans lesquelles on a utilisé des mouches D qui possèdent le gene drive, qui ont les yeux verts ici, et on voit que ça ne marche pas, on veut arrêter le forçage génétique, du coup on rajoute des mouches break, des mouches freins, pour empêcher les drives d'envahir. Et quand on fait des modèles, selon les paramètres qu'on choisit, parfois on se retrouve dans des cas comme ça où on a des oscillations, et on n'arrive pas à éteindre totalement le drive. Les drives prennent de l'ampleur, après c'est le frein et après le sauvage. Et donc c'est très difficile de savoir à quel moment, enfin si on a un cas comme ça, à quel moment il faudrait relâcher des individus freins et à quelle quantité pour que ça ait un effet. Donc globalement, ce forçage génétique, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Il y a des avantages, des inconvénients. Donc les avantages, c'est que c'est une nouvelle méthode, donc potentiellement elle peut peut-être nous permettre d'éradiquer des maladies et des nuisibles et avec une nouvelle technique qui n'existait pas auparavant. C'est potentiellement moins cher que d'autres méthodes parce qu'il suffit de modifier génétiquement quelques individus et de les relâcher dans la nature. Et donc c'est potentiellement plus rapide, il suffit d'une dizaine de générations pour avoir un effet sur la population et donc potentiellement plus efficace que d'autres méthodes. Concernant les désavantages, en fait, c'est une technique qui est toujours en cours de développement et pour l'instant, elle a été utilisée au laboratoire et dans des grandes cages de moustiques, mais jamais dans la nature, donc c'est très difficile de savoir si elle va marcher aussi bien dans des conditions naturelles. Par exemple, ce qui peut se passer, c'est des phénomènes de mutations résistantes si on a des mutations au site où les ciseaux ont coupé. On peut aussi avoir des espèces cryptiques, c'est-à-dire des espèces qui ne vont pas se croiser avec les individus de forçage génétique. Donc même si morphologiquement ou autre, on a l'impression que c'est la même espèce, on peut avoir des populations comme ça qui ne se croisent pas avec les autres, et donc du coup on va avoir du mal à atteindre ces populations-là. Et si on imagine éliminer certaines populations de moustiques, finalement cette population cryptique va peut-être prendre le dessus une fois que les autres auront été éliminés. Un des problèmes, qui me semble important, c'est qu'on a un système incontrôlable qui est relâché dans la nature, parce que ce fragment d'ADN se transmet préférentiellement. Il peut aussi muter, et donc ça va être très difficile de l'empêcher de se propager. Et aussi, un effet important, c'est qu'on peut avoir un impact sur d'autres espèces qui vivent en interaction avec les espèces ciblées, et aussi, de façon plus large, sur les écosystèmes.
Donc les personnes qui développent cette technique, ce sont surtout des biologistes moléculaires. Ils ont une connaissance restreinte de l'écologie. Et l'écologie, je vous l'ai montré dans d'autres cours, c'est très compliqué. Il y a énormément de paramètres, donc c'est très difficile de prédire quelles peuvent être les conséquences de ces actions. Donc, moi personnellement, donc, je m'intéresse à cette technique depuis longtemps parce que je fais beaucoup de génétique, mais je trouve qu'elle est vraiment dangereuse et j'essaye plus de réfléchir sur les risques et d'essayer de voir comment on peut faire pour enlever ces risques et les diminuer au maximum. Mais ce que j'ai remarqué depuis mes travaux, c'est qu'il y a des biais qu'on a, nous, en tant que chercheurs, donc, et aussi, chacun a ses biais. Donc, par exemple, les personnes qui vivent dans des régions où le paludisme est prévalent, en général, elles vont être plutôt avoir tendance à être positives vis-à-vis de cette technique, parce que ça permet d'avoir une nouvelle méthode pour lutter contre cette maladie qui tue énormément d'enfants, plusieurs centaines de milliers d'enfants tous les ans. Donc, c'est vraiment une grosse cause de mortalité en Afrique. Et donc, ceux qui vivent dans ces régions trouvent que ça pourrait être vraiment bien d'avoir cette nouvelle technique. Il y a aussi un biais des chercheurs, donc ceux qui travaillent sur le forçage génétique au labo, ils travaillent depuis de nombreuses années dessus, ils essayent d'améliorer la technique. Donc, eux, leur but, c'est que leurs travaux, un jour, soient utiles. Et donc, ils sont plutôt biaisés vers l'utilisation de cette technique. Donc il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur l'utilisation de cette technique. Et par exemple, l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc le comité français de l'IUCN, a fait a déposé son opinion sur le forçage génétique en 2021 pour les applications dans le domaine de la protection de la nature. Et ils ont dit que le comité français donc, de l'IUCN s'oppose à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés par forçage génétique ou toute technique de manipulation de génomes et de leur fonctionnement donc pour la protection de la nature. Parce que cette technique, elle est aussi proposée pour essayer de lutter par exemple contre les rats en Nouvelle-Zélande ou en Australie qui mangent les œufs des oiseaux des espèces endémiques et donc qui crée un risque d'extinction de ces espèces endémiques. Donc certaines personnes disent on va pouvoir éradiquer les rats grâce à ce forçage génétique. Donc le comité français de l'IUCN s'oppose à cette voie, cette application. Donc en conclusion sur la domestication, donc nous avons vu que la domestication n'est pas seulement réalisée par les humains, mais il y a aussi d'autres espèces animales qui réalisent la domestication, où on a l'impression qu'il y a une intention et d'utiliser d'autres espèces pour des fonctions et pour des services particuliers, et qu'il y a vraiment une espèce qui est dominante sur l'autre. Et cette domestication par les humains, elle est à une échelle beaucoup plus importante que celle qu'on observe chez les autres espèces animales. Cette domestication a totalement transformé notre planète et elle a permis une productivité colossale, mais en contrepartie, on a des effets au niveau de la pollution, des gaz à effet de serre et aussi sur la sensibilité aux épidémies. Et aujourd'hui, donc, on a aussi un essor des manipulations génétiques avec donc, des manipulations OGM 1.1 où on avait des insertions de transgènes. Ensuite, avec les ciseaux moléculaires, on peut modifier bien plus précisément l'ADN, mais on a toujours un problème de connaissance entre les mutations génétiques et les effets qu'elles peuvent avoir sur les traits de caractère. Et aujourd'hui, on a cette nouvelle technique de forçage génétique où là, on manipule aussi la propagation de cet ADN. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille fortement ce livre qui est paru récemment par Valérie Chansigo sur l'histoire de la domestication animale, donc qui reprend pour différentes espèces cette domestication avec les différentes caractéristiques. Et à la fin du livre, elle explique quelles sont les caractéristiques générales de la domestication et où on en est aujourd'hui sur la planète avec toutes les espèces animales domestiquées. Concernant l'effet des pesticides, il y a ce livre écrit par Stéphane Foucault sur l'effet des néonicotinoïdes et le déclin des insectes, et qui reprend toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui et tout le lobbying qui est fait pour continuer d'utiliser ces pesticides. Et enfin, pour le forçage génétique, ici un petit article que j'avais écrit en français
qui reprend ce qu'on a vu aujourd'hui et qui détaille un peu plus les différentes applications potentielles de cette technique. Donc merci beaucoup pour votre attention.